Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier D en collaboration avec Desjardins. Donc, des ateliers D, c'est des ateliers qui sont pratiques, qui sont dédiés aux entrepreneurs pour discuter, développer et devenir autrement. Mon nom est Roxane Classen, je suis directrice expérience mentorée et mentor au réseau Mentorat. Je vais être votre animatrice ce midi et puis je vais être très, très bien accompagnée. Je vais vous présenter dans quelques instants notre invité aujourd'hui. On va échanger sur un sujet d'actualité dont tout le monde parle, l'équité, la diversité, l'inclusion. Mais entre nous, vous l'avez sûrement vécu, entre en parler et l'appliquer dans votre entreprise, il y a quand même une très grande différence. On va en parler sans tabou aujourd'hui avec Suzy Mondésir. Suzy est une leader de pratique en EDI chez Desjardins. Elle possède une solide expérience dans le domaine de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. En tant que doctorante chargée de cours et stratège en la matière, elle s'intéresse au leadership inclusif en contexte organisationnel. Gestionnaire certifiée, elle est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, lui permettant d'offrir son expertise sur différents conseils d'administration depuis plus de 20 ans. Suzy, merci d'être avec nous ce midi. Merci beaucoup de me recevoir. J'ai vraiment hâte d'avoir cet échange sur un sujet passionnant. Oui, absolument. Avant de débuter, j'aimerais vous dire que cette conférence, comme tous nos autres webinaires, est enregistrée. Elle va être disponible en différé. On vous l'enverra après l'activité. Je vous demanderai si c'est possible d'ouvrir vos caméras. C'est toujours plus intéressant pour nous aussi de vous voir. On va avoir une période de questions à la fin de l'activité de 15 minutes, mais tout au long, sachez que vous pouvez utiliser le clavardage et poser vos questions en tout temps. On va pouvoir les collecter. Si ça a un lien avec la question à laquelle on est en train de répondre, on va pouvoir absolument l'aborder à ce moment-là ou le conserver donc plus pour la portion des questions à la fin. Alors, voilà, sans plus attendre, Suzy, euh, j'aimerais entamer avec toi. On va avoir une conversation courageuse aujourd'hui en équité, diversité, inclusion, j'ai envie de dire. Parce que je mentionnais en introduction, c'est devenu très à la mode, on en entend beaucoup parler, mais ce n'est pas nécessairement facile de l'appliquer. Donc, j'ai envie peut-être de commencer avec une première question pour toi. Est-ce qu'il n'y a que du positif dans l'EDI? C'est une excellente question et définitivement courageuse. Euh, non, il n'y a pas que du positif. C'est vrai que l'équité, la diversité, l'inclusion génèrent énormément d'engouement. On en parle depuis les 3 dernières années, je dirais, mais son application est parfois questionnable dans les organisations. Parfois, en voulant aller trop vite, ben, il y a des effets pervers qui peuvent se glisser derrière toute bonne volonté. Par exemple, il y a des initiatives qu'on fait purement pour le cosmétique, pour la rentabilité parfois, mais des fois, c'est vraiment juste pour dire qu'on fait en équité, diversité et inclusion. Donc, des fois, on va créer des formations obligatoires où est-ce que les gens se sentent bousculés. Puis ce que ça fait, ben c'est plutôt malhabile. Ce que ça fait, ça amène les gens plus dans un mode de confrontation avec du ressentiment. Donc, c'est pas toujours positif, malgré le fait que la très bonne volonté soit l'élément premier qu'on voit. Donc, c'est toujours important de bien expliquer la démarche à l'ensemble de l'organisation, prioritairement les gestionnaires qui vont avoir à l'implémenter ou à le faciliter dans les équipes. Il faut une conversation franche, puis il faut aussi que ça soit qu'on souhaite une transformation organisationnelle et non pas un changement rapide pour dire qu'on a intégré dans nos pratiques l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, je retiens de ce que tu dis, donc c'est nécessaire, il faut y aller, mais il y a une façon d'y aller hein, par étapes, en étant aussi franc dans notre discours, en l'expliquant comme il faut à l'équipe, parce qu'on peut effectivement dériver vers quelque chose qui n'est pas ce qu'on souhaitait, décourager les gens puis de les démobiliser. C'est bien ça? Exactement. Donc, si on déploie un plan structuré, les bienfaits vont se faire ressentir très rapidement. Et si l'équipe comprend la démarche et que c'est vraiment une transformation intrinsèque de notre organisation qu'on souhaite faire, ben, les effets positifs prennent le dessus, bien évidemment. Super. Sylvie, on a parlé tantôt aussi, peut-être que là, on en parle, là, ça fait plusieurs années de l'EDI. On sent un essoufflement
Hein? On le dit là, ouvertement aujourd'hui, on le sent cet essoufflement-là. Colin, on en parle partout. Bon, comment les entreprises et leur direction peuvent maintenir justement un engagement à long terme puis que justement les gens ne soient pas démobilisés par rapport à ça? Ben, on parle d'essoufflement, puis ça me fait penser à, tu sais, le DI, c'est pas un sprint, c'est Mm. un marathon. Le sprint, on va super vite, puis on veut atteindre une cible. Le marathon, c'est très long, puis ça peut être douloureux, c'est difficile, essoufflant, mais ça va valoir la peine. Donc, il faut vraiment cultiver un environnement inclusif. Puis pour y arriver, ben, des fois, ça demande des efforts, mais en continu, en petites étapes. On change une culture en profondeur, ben, sur du long terme. Mm. Il faut se donner un temps qui est raisonnable puis qui est personnalisé à notre organisation. Donc, c'est pas parce qu'une entreprise a réussi à implanter son plan d'action en 1 an, puis que nous, entrepreneurs, avec les moyens peut-être plus limités, on doit suivre la même cadence. Un plan réaliste peut ressembler à du 3 à 5 ans. Ensuite, il faut formuler des indicateurs, se donner des indicateurs de performance en fonction encore de notre réalité. Partager les informations aux membres de notre organisation, les impliquer, mais y aller au rythme de la moyenne. Mm. Dans une équipe, il y a toujours une personne qui veut aller beaucoup plus vite. Il y a toujours aussi des personnes qui souhaitent y aller plus lentement, mieux comprendre, mais c'est le rythme moyen qui va permettre d'aller chercher une réelle réussite. Tu sais, quand on dit que passer de l'inaction à l'action, ben si les entreprises d'ailleurs font toujours plus qu'ils le croient. Des fois, on dit, ben, on est essoufflé, on n'arrive pas à atteindre nos cibles, mais certainement, des fois, on se positionne, par exemple, au niveau de la parité. On s'assure dans nos recrutements d'aller chercher un nombre égal homme-femme. Mais c'est déjà des activités qu'on fait. Donc, il faut célébrer nos plus petits succès et de façon soutenue pour qu'on puisse vraiment voir l'ampleur des réalisations qu'on fait, parce que sinon, effectivement, ça peut être Mm. essoufflant. Mais tout marathonien qui termine son marathon est toujours extrêmement fier. Donc, soyez rassurés que oui, ça peut paraître essoufflant au début, mais en y allant à petite dose, puis en célébrant les succès périodiquement, en impliquant l'ensemble de l'organisation, mais ça peut être très gratifiant de voir le succès à la fin de tout ça. Ben, tu parlais de culture, puis je pense que c'est ça un peu le mot-clé, c'est que c'est une culture qu'on a à bâtir autour de ça, ça devient partie intrinsèque de l'organisation, mais un changement de culture, ça prend presque 4 à 7 ans en réalité. Donc, c'est pour ça que quand tu parles de marathon, là, on parle d'années, là. C'est pas quelque chose qu'on fait en quelques mois là, seulement. Là. Exactement. Absolument. Puis on pratique aussi. Oui, Donc, oui. c'est essai-erreur. Il n'y a aucun marathonien qui va se lancer dans son marathon du jour au lendemain. Donc, on essaie certaines choses, on essaie certaines techniques, on vérifie, on ajuste, on s'étire. Il y a plusieurs activités préparatoires également. Donc, cette analogie-là, je l'aime beaucoup Mm. dans le sens que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut aller chercher une transformation organisationnelle où est-ce que tout le monde est heureux. C'est vraiment en se préparant, en ayant des gains, mais on va aussi avoir des échecs à travers ça. Absolument. Donc, essai-erreur, absolument comme dans tout bon projet d'ailleurs. Hein? Donc, Comme dans c'est tout bon important projet. de le retenir. Et puis, je vais aller peut-être un peu plus loin, même dans ma question. Tantôt, on parlait des directions, mais au-delà des directions, là, il y a peut-être des participants là, que j'entends se dire, oui, mais c'est des membres de mon équipe de gestion, de mon équipe d'administration qui ne sont pas nécessairement engagés. Qu'est-ce que tu leur réponds? Bien, premièrement, c'est un bon constat. Déjà, d'arriver à constater qu'il y a certains membres de l'équipe inconfortables ou qui ne se sentent pas nécessairement engagés, par exemple, mais c'est un constat de la sensibilité du gestionnaire ou de la personne qui en arrive à cette conclusion-là. Donc, c'est déjà bon. C'est une question délicate. Mais je suis quand même contente que cette question-là soit posée parce que c'est vrai que certaines personnes se posent la question, que ce soit au niveau des dirigeants ou au niveau des gestionnaires. Je dirais que
il faut faire le constat de voir, identifier c'est quoi les facteurs qui dérangent ou qu'est-ce qui freine l'engagement de la personne. Est-ce que c'est la peur du changement? Est-ce que c'est l'incompréhension par rapport aux enjeux réels ou encore c'est seulement l'impression que le DI pourrait nuire à l'organisation? Parce que je l'ai déjà entendu, souvent on mélange le DI avec la diversité ethnoculturelle seulement. Mm. Puis je tiens toujours à spécifier, quand on parle d'équité, de diversité et d'inclusion, ben on parle, le premier groupe minoritaire, ben c'est le groupe des femmes. Donc, on a fait énormément de travaux au cours des dernières années pour aller chercher la parité hommes-femmes dans les organisations. Mais il y a aussi les membres de communautés LGBTQ+. Il y a aussi les personnes de communautés autochtones. Il y a différentes diversités. La neurodivergence, on en parle moins parce que c'est vraiment pas visible. Donc, quand on parle de DI, on parle de toutes ces personnes qui sont dans des groupes dits minoritaires. Donc, j'ai dit que la première étape, c'est vraiment d'identifier c'est quoi les freins pour qu'on puisse y répondre. Et on doit personnaliser aussi les communications par rapport aux préoccupations qui sont propres à une entreprise en particulier. La préoccupation de l'entreprise X ne sera pas pareille que l'entreprise Y. Donc, il faut démystifier le DI auprès des personnes, peut-être démontrer c'est quoi les bénéfices spécifiques pour l'organisation dans laquelle on se trouve. Puis dans les bénéfices, ça peut être des fois attirer les meilleurs talents, retenir les talents qu'on a ou tout simplement le bien-être de nos employés qu'on a dans notre organisation. Le mentorat, ça peut être un élément quand même hyper intéressant dans ce contexte-là. Parrainer les gens avec les gens qui ont plus de difficultés à comprendre la valeur ajoutée d'avoir une équipe ou des employés autour de soi diversifiés avec des personnes qui sont des champions de la diversité qu'on dit, donc les personnes, des mentors qui comprennent la nécessité d'avoir une diversité de compétences autour de soi, diversité de personnes autour de soi. Donc, le mentorat est vraiment, quant à moi, un outil hyper important dans ces changements-là parce que les gens sont amenés à converser sans nécessairement qu'on essaie de leur forcer une notion, par exemple. Donc, c'est vraiment des éléments de réflexion qui amènent les personnes à se positionner et à mieux comprendre leur propre réaction face à l'équité et la diversité en général. Moi, je reste profondément convaincue que c'est vraiment ensemble que les entreprises sont capables d'amener la transformation organisationnelle. Donc, il faut absolument tenir compte des personnes qui sont peut-être moins intéressées que nous. Donc, on revient à notre marathon de tantôt. Donc, il faut intégrer les personnes, comprendre leur point de vue. C'est sûr que dans des transformations aussi grandes, des personnes peuvent se sentir exclues. Je pense entre autres au groupe d'hommes blancs de 52 ans qui peuvent penser qu'ils n'ont pas leur place en équité, diversité et inclusion parce qu'on prend moins le temps de leur expliquer le rôle précieux d'allié que ces personnes-là pourraient justement jouer dans l'organisation. Ben, On peut aussi adapter notre style. Oups! oui. Non, vas-y, j'ai une question Mais j'allais qui dire, me il faut revient. qu'on soit capable d'adapter notre style de gestion aux Oui, différentes personnes pour bien comprendre leur point de vue, pour pouvoir, après ça, être capable d'avancer ensemble. absolument. J'allais faire du pouce, en fait, sur ce que tu as mentionné. Dans les conversations courageuses, on va le nommer, Suzy, il y a des gens qui ne sont pas la minorité, mais qui, justement, ils sentent justement qu'ils le deviennent parce qu'il y a de la place pour les autres. Il faut le nommer, ça. Puis Tout c'est à là fait. que tu te dis, il faut avoir la conversation franche avec tout le monde. Puis ça prend de l'humilité. En fait, pour que ce genre de conversation puisse avoir lieu dans les organisations, il faut avoir été en mesure de mettre en place assez de confiance pour qu'on puisse se parler courageusement. Et quand on ouvre la porte à des conversations courageuses, c'est parce qu'on a vraiment à cœur notre organisation et qu'on souhaite avancer ensemble. Puis dans une conversation courageuse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est comment je me sens dans la situation. Puis une fois que j'ai expliqué comment je me sens, l'autre explique son point de vue, bien, on peut voir qu'est-ce qui est mieux pour notre organisation. Qu'on se le dise,
le DI, c'est pas une mode passagère, là. On a besoin de diversifier les compétences autour de soi. Donc, ce sont des conversations qu'il faut avoir dans nos organisations. Absolument. Puis, juste avant, tu parlais un peu de leadership. Donc, est-ce qu'un leadership inclusif est viable en contexte de PME? Puis, et comment, en fait, ça peut être appliqué à l'échelle d'une petite entreprise ou d'une PME, là? Ben, définitivement. Puis avant qu'on aille plus loin, mais on va définir c'est quoi un Oui. leadership inclusif. Tout à l'heure, je parlais d'environnement. Ben, un leadership inclusif, le mot le dit, c'est on inclut tout le monde. Ça veut dire que l'équipe de direction, les administrateurs, etc., arrivent à créer un environnement où est-ce que toutes les personnes se sentent valorisées, respectées pour ce qu'ils sont, peu importe leur origine, orientation sexuelle, les capacités, etc. Ça veut dire que l'unicité, l'apport unique que l'individu amène à l'organisation est reconnu. Ça fait en sorte que les gens sont à l'aise de partager leur point de vue, à l'aise de faire des erreurs, parce qu'ils ne se sentiront jamais jugés nécessairement. Donc, c'est amener les gens à prendre leur place autour de la table, à avoir des initiatives, à communiquer constructivement, utiliser toutes les forces qu'on a autour de la table. C'est ça un leadership inclusif. C'est que tout le monde peut amener son grain de sel à la conversation, peut partager ouvertement, il ne sera pas jugé ou mis à l'écart à cause de son genre, etc. Super. Donc, je suis une PME, je suis une petite entreprise. Comment je peux amener ça dans mon mode de gestion, dans mon organisation? Ben, j'aurais tendance à dire, premièrement, comme président ou dans un conseil d'administration, mais s'assurer, est-ce que les personnes qui sont autour de la table, est-ce que c'est toutes les mêmes personnes avec les mêmes profils qui ont été à la même université, par exemple? Est-ce que autour de la table, quand Suzy essaie de parler, puis que Jean reprend ses paroles, puis l'empêche de parler, est-ce que je réagis? Est-ce que je permets à tout le monde autour de la table de prendre part à l'échange? Bien, ce sont des petits gestes qu'on peut amener, que ce soit en PME ou dans euh, n'importe quelle industrie, on peut s'assurer que tout le monde prenne la parole. Quand quelqu'un se fait couper la parole, par exemple, il y a une autre personne qui réagit, bien, est-ce qu'on peut laisser Suzy terminer sa pensée? J'ai pas entendu, Jules, par exemple, est autour de la table, il est neurodivergent, on ne l'entend pas autour de la table. Est-ce qu'on fait un tour de table? Ça peut être dans les approches qu'on utilise. Est-ce que on lève la main ou le président, il permet à tout le monde de répondre de donner son point de vue sur une question. Il y a des techniques qui peuvent subtilement amener tout le monde à pouvoir contribuer à la conversation. Donc, ça peut être des techniques comme ça qu'on met de l'avant. Quand on communique nos résultats ou des choses comme ça, donc être transparent dans ce qu'on dit, il y a plusieurs petites techniques qui permettent un leadership qui est beaucoup plus inclusif. Mais ça commence par autour de la table du comité de gestion ou du conseil d'administration. Absolument. Et je vois que c'est très intéressant. Ça s'applique à petite échelle, à même une rencontre d'équipe. Donc, Oui, ça peut être fait facilement. Et donc, la personne à la fois est consciente de la façon qu'elle approche, qu'elle est consciente de ses collègues, s'assure que tout le monde parle. Donc, c'est des réflexes qu'on valorise et qui vont éventuellement porter fruit. Très intéressant. tout à fait. Euh, Suzy, on a eu beaucoup de gens qui nous ont écrit en demandant les fameux indicateurs. Est-ce qu'on en a besoin? À quoi ça sert? C'est lourd un peu de mettre ça en place. Euh, Est-ce que c'est important d'avoir des indicateurs de l'EDI? Pourquoi c'est important? Ben, je vais commencer par dire honnêtement, c'est vrai que ça peut paraître fastidieux. Pour une petite entreprise, de mesurer, de suivre, d'avoir des indicateurs qu'on pense spécifiques à l'EDI, surtout si on n'a pas les ressources financières pour y arriver. Mais ce que j'aime rappeler, par exemple, c'est qu'on en fait déjà beaucoup plus qu'on pense. Mhm. Déjà par rapport à l'EDI. Tu sais, déjà, si l'entreprise a une préoccupation d'avoir la parité,
Déjà, le groupe, je l'ai mentionné, le premier groupe minoritaire, c'est le groupe des femmes. Donc, il y a déjà quelque chose de fait. Si vous faites déjà des embauches, ça peut être d'identifier 2 indicateurs, par exemple, embaucher plus, avoir plus de diversité. Puis ici, avoir plus de diversité, ça peut être avoir quelqu'un de plus jeune, avoir une personne neurodivergente. Quand on reçoit les CV, d'identifier plus de diversité. Ça peut être d'avoir plus de femmes dans les postes de direction, puis qu'on se fixe un objectif. Les objectifs, ben, ça peut être qualitatif. On peut commencer par du qualitatif, ensuite du quantitatif. Si on va dans le volet un petit peu plus qualitatif, on peut aller chercher de l'information dans des entrevues individuelles avec nos employés. Un petit sondage pour savoir comment ils se sentent dans l'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire, puis on peut amener un pourcentage de sentiment d'appartenance. Il y a des entreprises qui utilisent le Office Vibe, il y a d'autres types de il y a d'autres types de qualitatifs qu'on peut aller chercher, mais ça peut être très simple. Ça peut être avec un Forms, avoir les sentiments, le sentiment d'appartenance et de respect et d'inclusion que nos employés sentent dans notre organisation. Ensuite, du quantitatif, ça peut être d'aller voir dans nos salaires. On parle beaucoup d'équité salariale. Est-ce que les groupes minoritaires dans nos organisations ont les mêmes opportunités, les mêmes taux de promotion à l'interne? Ça peut être tout simplement ça. Et pour s'aider, ben, il y a plusieurs formations gratuites. D'ailleurs, ici, on va fournir quand même plusieurs informations ou guides qui peuvent aider, puis ça ne coûte rien à l'organisation. Il faut commencer par former les gestionnaires par rapport à leurs billets. On parle beaucoup de biais inconscients, mais moi, je préfère parler de biais cognitifs parce que les biais peuvent être conscients. Absolument. Peuvent être conscients. Donc, il y a plusieurs groupes et ressources qui sont disponibles en ligne, puis je sais qu'on va partager quelques liens. Donc, investir sur la formation pour les employés, sur leurs billets, investir sur les billets en recrutement, former les personnes qui sont amenées à recruter, juste avoir plus d'ouverture par rapport aux candidatures reçues, ça fait déjà un travail très intéressant pour une petite organisation. Donc, ça ne va pas être compliqué, puis ça peut s'insérer dans ce qui se fait déjà. Je trouve que c'est très encourageant, les exemples que tu nous donnes. Premièrement, parce qu'on n'a pas besoin de se fixer 10 objectifs, c'est pas l'idée. Hein? L'idée, c'est d'y aller, comme on l'a dit, en mode marathon. Donc, on se fixe peut-être 2, 3 objectifs pour commencer. On va chercher le point de vue de l'équipe de façon individuelle pour savoir c'est quoi le ressenti. Puis, effectivement, on va partager au moins 4 guides, sachez-le, et au moins 3 liens vers différentes ressources dans notre courriel après l'activité. Donc, on a la chance, en fait, que Suzy connaît beaucoup, beaucoup de références sur le sujet. Donc, elle a été très généreuse. Alors, vous allez pouvoir bénéficier de ce matériel-là. Mais en effet, je sens que les épaules des gens là, qui nous écoutent ont descendu un tout petit peu avec les exemples que tu viens de nous donner. Suzy, tu parlais d'alliés tantôt. Donc, quand on parle d'alliés ou d'acteurs en EDI, premièrement, c'est quoi un allié ou un acteur en EDI? Et après ça, ben, comment chacune peut jouer un rôle positif là, sur le sujet? Bien, premièrement, il faut que je mentionne que être une personne alliée, bien, ça nécessite vraiment un engagement en continu pour que ça puisse vraiment porter fruit dans une organisation. Un allié, ben, c'est une personne qui est curieuse parce que l'allié, il va avoir tendance à s'informer, à s'éduquer, à connaître c'est quoi les enjeux d'iniquité systémique qui existent, c'est quoi les obstacles auxquels les groupes qui sont dans les groupes minoritaires que j'ai nommés, donc femmes, LGBTQ+, autochtones, communautés culturelles, neurodivergents, etc., auxquels ces personnes-là font face pour pouvoir bien comprendre ce que ces personnes-là vivent et c'est une personne qui va réagir. Une personne alliée va être consciente de son privilège puis de sa posture majoritaire pour pouvoir venir aider une personne qui fait partie de ces groupes-là dans des situations, par exemple, de micro-agression qu'on pourra expliquer tantôt, qui va amplifier
les voix de ces personnes-là. Un peu plus haut, on parlait de conseil d'administration ou réunion où est-ce que, par exemple, une personne, on ne laisse pas parler une personne en particulier. Cette personne-là ben, va vivre une situation comme ça, va être témoin d'une situation comme ça, va utiliser son leadership et sa position pour permettre à cette personne-là de prendre la parole. Cette personne-là va être consciente de l'importance de la diversité des perspectives dans une discussion. Donc, naturellement, il y a des personnes qui sont plus extraverties, qui vont prendre la parole, puis c'est pas pour mal faire, c'est dans leur nature. Il y a d'autres personnes, une personne neurodivergente qui pourrait être plus en retrait, mais qui pourrait être tout aussi intéressante là, dans l'échange, mais qui n'osera pas parler. La personne alliée ben, va utiliser sa position pour permettre donner une chance à cette personne-là de prendre la parole également. C'est une personne qui va, s'il est témoin d'une situation malveillante envers une personne issue de communauté, etc., ben, qui va réagir, qui va prendre le micro pour expliquer, puis qui va questionner des deux côtés. Donc, la personne alliée est essentielle. Puis souvent, cette personne alliée-là, c'est ce genre de personne qui ne voit pas nécessairement tout le potentiel qu'ils peuvent amener en organisation. Et, au contraire, en ce moment, ces personnes-là se sentent exclus de toute la discussion parce qu'on parle équité, diversité et inclusion et puis ce qui est visible, c'est ce qu'on met de l'avant alors que c'est un groupe hyper puissant pour permettre justement une inclusion de tous et une transformation plus positive et à long terme. Donc, tout le monde peut devenir un allié en fin de compte, mais il faut prendre conscience soi-même qu'on peut en être un. Puis je pense que justement, dans les programmes d'équité, diversité, inclusion, les dirigeants d'entreprise ont avantage à cibler ces gens-là, les identifier, amener de la formation, les sensibiliser, puis au lieu qu'ils soient mis de côté, les impliquer de cette façon-là et leur montrer qu'ils ont un rôle à jouer très positif en fin de compte. Exactement. Puis, ces personnes-là ont de l'ouverture, puis veulent comprendre. C'est sûr que dans les situations, des fois, on me dit, ben, je me sens mal à l'aise, je fais moi-même des faux pas, donc comment je peux être une personne alliée? Ben oui, on fait des erreurs. Ce qu'on s'attend, c'est que l'erreur ne se répète pas. Donc, il faut avoir l'humilité pour dire, bon, ben, j'ai fait une erreur, je me suis trompée de pronom lorsque je me suis adressée à toi, mais dans le futur, je vais m'assurer d'apprendre de la situation. Tu sais, c'est de l'ouverture. On parle beaucoup de communication, de courage. Une entreprise, ben, c'est notre environnement où est-ce qu'on passe le plus de temps. Donc, on devrait passer plus de temps à communiquer puis à s'assurer que tout le monde est sa place dans l'organisation et la personne alliée, souvent, c'est la personne qu'on pense du groupe majoritaire qui n'a pas besoin, qui n'est pas interpellé dans la situation. Donc, de plus en plus, on forme les alliés, on leur apprend à voir le rôle hyper important qu'ils peuvent jouer en organisation et particulièrement dans une PME. J'ai envie de rebondir, Suzy, sur quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure. Donc, les alliés, en fait, ils peuvent intervenir lors d'une microagression. Mais c'est quoi une microagression? Je ne suis pas certaine que tout le monde autour de l'écran sait de quoi on parle, mais c'est super intéressant et important de le savoir. Comment je peux vulgariser une microagression? Bien, on a tous et toutes entendu parler des blagues de blondes. Pourquoi c'est une microagression? Bien, c'est parce que ça cible un groupe minoritaire, qui est le premier groupe femmes. Donc, des fois, une blague, ça peut passer. Une microagression, c'est une petite action, mais qui est répétée, devient très problématique, blessant pour la personne qui subit qui subit. Souvent, la blague de blonde, la personne va rire, etc. Une fois, deux fois. Il faut se dire que la microagression, à l'extrême, là, ça peut être 4, 5 blagues de la même nature que la même personne vit. À la fin, bien, ça devient très problématique dans une organisation. L'autre exemple, la blague de blonde, on connaît, mais souvent, par exemple, toucher les cheveux de quelqu'un parce que c'est complètement différent.
Mm. Mais toucher les cheveux une fois, deux fois, ça peut passer, mais à la longue, ben, ça peut être irritant pour une personne. Donc, une microagression, c'est quelque chose qui est subtil, mesquin, qui peut avoir l'air banal, mais si on pense à sa multiplication, c'est là que ça devient très problématique pour la personne qui le vit. Sur le coup, des fois, vous allez entendre, ben moi, j'entends même plus ces blagues-là parce que je suis habituée. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les organisations ont formé leurs employés. Donc, les gens savent euh, ce qui se fait. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient, qui passaient, qu'aujourd'hui, ça passerait moins. En 2023, nos jeunes sont plus confrontés à la diversité, sont plus habiles. Il y a des réactions ou des actions que ces personnes-là n'accepteront plus. Puis c'est là que ça peut amener des conflits en organisation. Donc, on peut dire, ben, j'ai toujours fait la même blague, puis elle n'a jamais réagi. Pourquoi toi, ça te dérange? Donc, des fois, la personne en situation qui vit une microagression n'a pas la force de se défendre. Et c'est là que les alliés peuvent venir jouer un rôle qui est hyper important. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment le côté répétitif de l'action et de l'impact psychologique que ça peut venir amener chez la personne qui en est la victime. Merci de nous avoir éclairés et je suis certaine que tout le monde ici a des exemples dans leur quotidien, dans leur personnel professionnel et souvent ça part pas d'une mauvaise intention, mais Non. effectivement ça blesse. Ça blesse les gens, ça les atteint. Alors, merci là, d'avoir pris le temps d'expliquer ce sujet-là. Justement, Oui, c'est l'aspect de microagression, c'est que dans le fond, ça blesse. Ça ne part exact. pas d'une mauvaise intention, puis ça blesse. Ça, c'est les deux termes qu'il faut retenir de la microagression. Absolument. Merci, Suzy. On a parlé là, de plusieurs enjeux là, autour de l'EDI, des défis, etc. On a mis une carte sur table. Maintenant, parlons d'outils. Donc, tantôt, tu nous as dit que tu avais une multitude de guides, etc. à nous proposer. Alors, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Ben, un premier outil applicable en PME, c'est vraiment de réaliser un sondage de sa diversité. Le sondage, généralement, il est confidentiel, il est volontaire, mais ça permet d'avoir une représentation qui est juste de sa main-d'œuvre et ça permet par la suite d'orienter les initiatives qu'on veut mettre en place et ça permet aussi de mieux comprendre les enjeux qui sont propres à notre organisation. Donc, ça n'a pas vraiment à être compliqué. Il y a plusieurs outils qui existent sur le web à ce sujet-là. Ensuite, je dirais, il y a les formations qu'on peut faire prioritairement aux gestionnaires. La formation qui a été la plus populaire, là, c'était sur les biais cognitifs. Mm. Et parce que ça influence bien évidemment toutes les décisions de l'organisation. Et il y a Catalyst qui a fait des ateliers, là, par exemple, chez Desjardins, qui ont eu des bons effets. Il y a LinkedIn Learning. Sur LinkedIn, il y a une section généralement qui permet d'avoir accès à beaucoup d'informations. Plusieurs entreprises y ont accès également. C'est quand même des formations de belle qualité. Il y a des guides, les guides qu'on va partager. Nous, on en a partagé plusieurs. Il y a des guides pour intervenir ou prévenir les situations de racisme. Il y a des guides pour la gestion de talents, l'acquisition de talents sans biais. Puis c'est très court, là. Je pense que c'est une page recto verso qui amène les mises en garde auxquelles il faut porter attention quand on gère les talents ou pour attirer les talents. Un terme qu'on va entendre de plus en plus parler, c'est toute la transition de genre. Donc, il y a un guide sur comment gérer une transition de genre. J'ai vu de disponibles des documents faits par le gouvernement canadien, le gouvernement québécois également sur la transition de genre. Donc, ça peut être quand même très intéressant comme activité, ben, comme pratique à aller Oui. consulter.
Je parlerai aussi des espaces qu'on peut mettre en place. Il y a plusieurs organisations organisent ce qu'on appelle des conversations courageuses pour parler des réalités diverses des personnes issues de groupes minoritaires. Ça peut être des lunch and learn touchant le racisme, la neurodiversité, plusieurs sujets en lien avec l'équité, la diversité et inclusion. Beaucoup d'activités qui ne nécessitent pas de débourser, mais qu'on organise. Quand c'est volontaire, c'est encore mieux. Donc, les gens participent à leur convenance. Ce que j'ai vu dans les organisations, souvent, ça va commencer très petit, quelques personnes. Après, ça peut prendre des ampleurs quand même considérables. Et c'est riche pour les entreprises parce que les employés se permettent de parler ouvertement des différentes problématiques. Donc, on peut régler rapidement les différentes problématiques. Donc, on peut voir que les outils sont multiples, divers, beaucoup d'outils qui sont gratuits, qui peuvent vraiment venir nous appuyer dans notre élan pour mettre en place l'équité, la diversité et l'inclusion. Merci beaucoup, Suzy. Vraiment beaucoup d'exemples, en fait, je trouve très concrets, comme tu dis, qui sont sans frais, qu'on peut appliquer facilement au quotidien dans nos organisations. Et puis, effectivement, on va envoyer par courriel, tu as parlé de Catalyst, notamment, et différents guides. Donc, ça va être envoyé dans nos ressources. Euh, Maintenant, j'ai envie de dire aux gens, n'hésitez pas à poser vos questions via le clavardage. Moi, j'en ai quand même quelques-unes qui se sont accumulées parce que pour vous inscrire à la conférence, on vous demandait quel sujet vous aimeriez aborder avec Suzy. Alors, on en a retenu quelques-uns qui revenaient fréquemment, mais n'hésitez pas surtout. Suzy est là pour nous aujourd'hui, alors allez-y. J'ai une première question qui revient sur les micro-agressions d'une de mes collègues, Suzy, qui demande, mais comment il faut réagir justement quand nous, on est témoin d'une micro-agression? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout. Ben, je dois commencer à dire, c'est toujours très délicat parce que souvent, l'autre personne ne va pas réagir ou va minimiser la situation puis dire, ah, ben moi, ça ne me dérange pas. Tu sais, j'en ai tellement entendu que ça ne me dérange plus. Je pense qu'il faut commencer par discuter avec la personne pour voir quelle est ton intention puis comment tu penses que l'autre personne reçoit ton commentaire, par exemple. Ensuite, peut-être voir la personne qui a vécu la microagression pour voir est-ce que quand tu dis que ça ne te dérange pas, dans quel contexte on aurait pu amener la situation différemment pour que tu te sentes confortable. Quand tu dis que ne te dérange pas, ben c'est déjà préoccupant. Parce qu'en milieu de travail, justement, si on fait une blague que tu trouves blessante, ben, il faudrait être capable d'en parler. Moi, je miserais plus sur la communication, mais avec les deux parties, puis de voir l'ambiance après. Des fois, sur le coup, ça met un froid. Il y a d'autres collègues qui ne vont pas parler. L'impact n'est pas seulement sur les deux personnes qui vivent la situation, mais ça peut être sur les autres. Et j'ai tendance à dire que l'inaction, c'est aussi une action. Quand on Absolument. choisit de ne pas réagir ou bien on sent qu'on n'est pas confortable dans la situation, c'est parce que c'est inconfortable. Donc, il faut prendre action. Est-ce qu'il faut prendre action sur le champ? Non. Il ne faut jamais prendre action dans une situation qu'on n'est pas confortable. Donc, c'est de prendre le temps de faire une introspection. Comment je me suis sentie? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Puis c'est quoi l'impact sur mon équipe? Donc, c'est vraiment multifacette. Puis c'est une question qui revient quand même très, très, très souvent. Parce Absolument. que Donc, justement, c'est insidieux, c'est parti c'est pas parti d'une mauvaise intention, mais l'impact peut être vraiment très lourd dans l'équipe. Puis on voit beaucoup de démissions. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse. On parle oui, de oui, microagression. Il y a absolument. beaucoup de personnes qui quittent les organisations. Puis malheureusement, plusieurs organisations ne font pas d'entrevue de départ. Donc, j'ai vu des cas où est-ce qu'en entrevue de départ, c'était surtout les micro-agressions. On m'a dit, ben, les blagues, je rentre dans la salle à manger, puis je sens tous les regards vers moi. Un tel fait une blague, personne ne réagit. Moi, je ne me sens pas la force de me défendre. Je me serais attendue à ce que quelqu'un arrête la situation.
Donc, souvent, on minimise, c'est une excellente question parce que souvent, on minimise l'impact. Et quand on regarde les démissions, l'inconfort dans les équipes, souvent, ça vient de situations de microagression. C'est vraiment important ce que tu viens de nommer, Suzy, puis de dire effectivement que ne rien faire, c'est une action parce qu'on participe au problème, là. Alors, il faut Exactement, vraiment se conscientiser, faire de l'introspection, comme tu dis, ne pas réagir immédiatement parce que des fois, même de façon prompte, ça peut créer un nouveau conflit. C'est pas ça. On ne exactement, veut pas que ça dégénère, mais effectivement, de réfléchir à sa propre action, ce qu'on fait au quotidien ou ce qu'on n'a pas fait, puis de revenir aux besoins. Puis je pense que c'est là, là, toute la portée là, de dire on se sensibilise à l'équité, diversité, inclusion. Merci pour cette exactement. réponse. Merci pour la question parce que elle est délicate, puis on sait jamais quoi faire avec ça. Mais l'inaction, c'est une action, puis on n'est pas obligé de prendre action sur place. Absolument. Il y a quelqu'un qui nous avait demandé pour la conférence qui disait l'inclusivité change et évolue dans le temps. Selon vous, quels seront les défis insoupçonnés des prochaines années? C'est une excellente question. En fait, toutes les questions sont bonnes. C'est le premier que je vois et qu'on commence à adresser dans les organisations, c'est l'inclusion de la diversité neurocognitive, Hmm. soit les personnes qui sont neuroatypiques ou qui vivent avec un handicap invisible. Les organisations, les milieux ne permettent pas toujours d'accommoder les cerveaux qui fonctionnent différemment. Hmm. Pourtant, ces cerveaux-là sont hyper utiles dans nos organisations. Je pense entre autres, une personne, il y a des personnes qui ne peuvent travailler dans les cubicules. Et avec le retour au bureau, les réaménagements qu'on a vécu, une personne neuroatypique ou qui a un déficit d'attention, il pourrait demander un espace avec un bureau. Et j'ai vu des situations où est-ce qu'on a dit, ben lui, c'est parce que c'est un jeune, puis il vient d'arriver, puis il veut déjà un bureau alors Hmm. qu'on n'a pas de bureau, alors que c'est une personne autiste qui est très dérangée par le bruit ambiant, Hmm. le bruit ambiant, mais qui est très performant dans un environnement restreint. Donc, je pense que nos organisations vont vraiment avoir besoin d'avoir des lieux ou un environnement pour accommoder ces cerveaux qui fonctionnent différemment des nôtres, mais tout aussi important. Il y a aussi l'identité Hmm. et expression de genre fluide qui, Oui. en dehors de la binarité qu'on connaît, là, homme-femme. Donc, les organisations manquent cruellement de modèles en ce sens. On ne sait pas trop quoi faire avec les personnes non genrées. Là, on commence à parler de salles de bain non genrées, etc. Je pense que de plus en plus, on va devoir se positionner, se préoccuper à savoir comment on le gère. Je sais que dans les outils qu'on partage, Oui. on partage le guide pour la transition de genre. Ce n'est qu'un début, mais je pense que dans les années futures, on va avoir beaucoup plus, on va en entendre beaucoup plus parler. Un autre aspect, c'est l'équité intergénérationnelle. Tu sais, nos baby Hmm. boomers avec Oui. les X, Y et Z, tu sais, arriver à amener ces personnes à cohabiter ensemble. Ce sont des personnes qui ont des traits différents, des modes de travail différents. On le voit là, dans quelques entreprises, on met des espaces de co-création, des espaces pour des personnes qui veulent se concentrer, des bureaux au bas, etc. Mais je pense qu'on va devoir aller un petit peu plus loin. Et ben, je ne peux pas passer sous silence toute l'intégration des minorités ethniques qui Oui. changent avec l'évolution de l'immigration. L'immigration qu'on recevait en 1960, c'était des personnes noires, etc. Mais de plus en plus, ça commence à changer. Donc, ça va amener des adaptations différentes parce que ces personnes-là sont de cultures différentes et on va devoir s'y attarder. Donc, le défi de l'inclusivité ben, va toujours être à réinventer, selon moi, en fonction des personnes qui vont arriver, en fonction des diversités qu'on va mieux comprendre, mieux intégrer dans nos organisations avec l'objectif que tout le monde se sente intégré, puis que tout le monde sente que leur unicité
et valorisé dans les organisations. Donc, c'était quand même une très belle question qui Oui. permet d'essayer de voir ce qui s'en vient en 2025, 2025, 2030. Et je pense que ça remet l'emphase sur le fait qu'effectivement, il faut s'y pencher maintenant parce qu'avec les défis qui s'en viennent et qui vont changer, évoluer, comme tu le mentionnes, si on n'a pas mis une base en place, tantôt, ça risque d'être plus difficile encore. Et même, je pense, dans un marché de pénurie de main-d'œuvre, dans un marché où la main-d'œuvre se fait rare, vraiment, on a tout intérêt à mettre ça en place justement pour faire venir, en fait, recruter des talents et les maintenir avec nous, les fidéliser. Donc, c'est très important. Oui, parce qu'on arrive à recruter, je pense, mais c'est la rétention qui est hyper Mm. difficile. Puis comme on n'ose pas poser la question, mais pourquoi tu quittes? Les gens ne sont plus du tout juste intéressés par un salaire, mais Non, par un environnement exempt de discrimination, par un environnement riche en talent et en diversité de tout genre. absolument. Maintenant, une question qui nous est quand même revenue plusieurs fois. Quel est le biais cognitif qui est le plus présent actuellement en matière d'équité, diversité, inclusion? Ah, je vais peut-être faire sursauter, mais je dirais la cécité à à son propre privilège. La Hmm, cécité à son propre privilège. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la majorité dominante, OK, selon moi, dans une organisation, ne perçoit pas du tout les avantages systémiques dont elles ont bénéficié. Euh, je parlais, par exemple, tout à l'heure de l'homme blanc de 50 ans, 52 ans, par exemple, qui est un héritier en plus. Ben, il n'est pas conscient à quel point ben, son parcours a été facilité par son genre, son origine et sa famille, par exemple, son héritage familial. Donc, le biais de cécité, c'est un privilège euh, hyper important qui permet à une personne qui pourrait être alliée de comprendre que d'autres groupes ont des obstacles beaucoup euh, plus durs. Et c'est un groupe qui va avoir tendance à qualifier les personnes qui ont plus de difficultés comme paresseux, etc. Alors que des fois, c'est vraiment les barrières systémiques qui font en sorte que cette personne-là se fait refuser, a les compétences, mais n'arrive pas à progresser dans une organisation, rentre dans l'organisation, vit des micro-agressions, finalement démissionne, se retrouve dans une roue qui fait en sorte que elle n'a pas les mêmes opportunités. Et pour être capable d'aider et de contribuer en équité, diversité et inclusion, il faut être conscient de ses propres privilèges. Dans le cadre de mes études doctorales, là, il y a un cas qui me vient en tête, ben c'est la femme noire qui vit monoparentale, qui vit dans un environnement, euh, dans un logement social. Ben, elle est monoparentale, ben, on le vit, là, les parents le savent, oui. là, ces jours-ci, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école, la personne est obligée de manquer. La mère monoparentale qui manque une, deux, trois fois, puis qui est dans un poste précaire, ben, finit par perdre son emploi, se retrouve sur l'aide sociale. Ben, c'est une roue. Mais cette personne-là, on va avoir tendance à la qualifier, ah, ben, elle n'a pas d'ambition, etc., alors qu'elle se trouve dans le système, fait en sorte que cette personne-là est défavorisée. Donc, être capable de comprendre ces situations-là, son propre privilège, bien, ça amène à pouvoir mieux comprendre les enjeux auxquels font face les groupes minoritaires femmes, LGBTQ+, personnes de communautés culturelles. Puis quand on ajoute ces groupes-là, là, on parle d'intersectionnalité, mais c'est des barrières supplémentaires. Une jeune femme asiatique monoparentale, ben, c'est des barrières additionnelles que ces personnes-là, euh, qui s'accumulent devant ces personnes-là, donc qui ont beaucoup plus de difficultés à avancer. Donc, pour moi, c'est vraiment le biais de cécité à son propre privilège là, qui est le plus répandu puis qui est insidieux, quant à moi. C'est très révélateur et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui vont effectivement être conscients de ça aujourd'hui puis qui vont pouvoir
faire de l'introspection par rapport à ça, puis faire plus attention. Il y a aussi des outils qui existent comme des boussoles de l'Université Laval pour se mesurer, aller voir. Je l'ai fait cette semaine, justement, aller voir c'est Ouais. quoi nos propres biais qu'on a Oui, par rapport à notre vie au quotidien, personnel et professionnel, puis avec même des pistes de réflexion sur comment, en fait, faire attention par rapport à ces différents biais-là. Donc, je pense que c'est l'étape 1, c'est se regarder et voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à nous-mêmes. Merci pour cette oui, il réponse, y a Suzy. énormément d'outils. Il y a énormément d'outils gratuits, justement, que les différentes universités ont des boîtes à outils. C'est l'auto-réflexion qu'on peut faire, c'est hyper riche. Ça nous permet vraiment de comprendre les réalités variées. Absolument. On a une question, Suzy, dans le clavardage, qui nous vient de Yanina, qui nous dit ben, c'est passionnant de vous écouter. Ben, merci beaucoup. Effectivement, on est très intéressé par le sujet, tant mieux si ça vous plaît. Elle nous demande quelles ressources pouvez-vous conseiller pour effectuer la veille stratégique en lien avec l'EDI? Très bonne question. Pour faire la veille, je vais parler de ce que moi j'utilise personnellement. En fait, ben, l'Université Laval, ils ont Oui. énormément d'outils. Il y a beaucoup d'outils gratuits. Je vais LinkedIn Learning. LinkedIn, ils partagent. LinkedIn Learning, je pense qu'il y a un frais, mais ce qui est gratuit, c'est les sites de ces ressources-là. Puis je sais qu'on en partage, donc vous allez avoir quand même une belle boîte à outils. Récemment, il y a la Banque de Montréal qui a une chaire. Il y a beaucoup de chaires en équité, diversité et inclusion. J'aime beaucoup la chaire de l'Université Laval, Oui. l'UQAM en a. Les universités ont quand même des boîtes à outils intéressants. Puis quand on partage notre courriel, on reçoit de différentes mises à jour. Moi, c'est de cette façon que je me tiens à jour sur les études. Une fois que je reçois le courriel puis que je trouve un article intéressant, généralement, à la fin, ils vont avoir tendance à partager de l'information. Puis c'est comme ça que je monte mon, euh, ma veille, si on peut dire, puis j'essaie de suivre les personnes qui partagent les informations intéressantes sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, LinkedIn est un bel outil pour ça, pour partir. J'espère que Yanina, ça répond à votre question. Je pense que vous avez accès maintenant à différentes ressources pour votre vigie. Maintenant, on a une autre question qui nous vient de Rosa Arquévillon, que je salue, qui est un mentor au réseau Mentorat, qui nous demande, Suzy, puis je pense que c'est une très bonne question. Est-ce que le télétravail favorise l'inclusion ou non? Wow, c'est une excellente question. Est-ce que ça favorise l'inclusion? Mais ça, en fait, je retournerai la question parce que moi, j'enseigne à des Oui. très gros groupes en Zoom et j'arrive à créer la participation. Je dirais que l'inclusion, peu importe où on se trouve, ça peut se créer avec des techniques et avec une première prise de conscience. Donc, j'adore votre question parce que ça démontre que vous êtes préoccupé par cet effet-là. Donc, je pense qu'il faut porter attention plus particulièrement lorsqu'on doit gérer des équipes multisites ou gérer des équipes en hybride, etc. C'est toujours de s'assurer que toutes les personnes ont les opportunités équitables, je ne dis pas égales, mais équitables de Mm. participer aux échanges. Créer des rencontres périodiques, des cafés virtuels qui permettent aux gens de quand même développer un peu de synergie ensemble. Est-ce que c'est avoir tout le monde au bureau qui permet d'aller chercher l'inclusion? Je ne crois pas. Parce que je pense que c'est dans les techniques d'animation qu'on met en place. Je pense que c'est dans les techniques d'échange. Je pense qu'un gestionnaire doit s'assurer d'être présent dans la vie de l'ensemble de ses employés sans être continuellement branché. Et pour ça, il y a plusieurs outils, plusieurs techniques qu'on peut mettre de l'avant. Donc, si je comprends, si je résume, Suzy, ce que tu nous dis, c'est peu importe en fait qu'on soit en personne ou en télétravail, l'important c'est vraiment, comme on disait, donc les techniques dans les rencontres, s'assurer que tout le monde puisse prendre la parole. Donc, ça revient quand même, mais les techniques vont varier Vraiment. effectivement si on est en ligne ou en personne. Parfait.
Exact. Puis si on voit qu'il y a une personne qui est plus en retrait, qui met jamais la caméra, etc. Parce que la caméra, ben, dans le milieu, on demande aux gens d'avoir le respect, de comprendre que c'est pas tout le monde qui travaille qui habite dans un environnement qui Mm. permet de mettre la caméra, mais c'est en ayant la conversation qu'on comprend pourquoi la personne ne met pas la caméra, met la caméra ou non. Une personne peut ne pas mettre la caméra et avoir une participation qui est hyper active, que ce soit dans le chat ou vocalement. Donc, c'est de bien connaître ses employés, d'une part, et d'avoir des échanges constructifs, des échanges assez ouverts avec ses employés pour pouvoir bien comprendre leur situation particulière. Donc, toujours la communication, c'est le mot-clé. Parfait. Exact. Maintenant, une autre question qui nous est revenue quand même beaucoup, quelles sont les pratiques concrètes qui permettent de retenir les employés issus de la diversité? Ici, je veux encore spécifier. Moi, je vais répondre en ayant en tête que issu de diversité, c'est femmes, LGBTQ+, autochtones, Mm. neurodivergence, etc. Ce que je vois qui fonctionne bien dans les organisations, c'est la mise en place de groupes ressources employés. On en a parlé un petit peu plus haut. Ça offre en fait des espaces sécuritaires où est-ce que les gens peuvent partager les défis qu'ils vivent et trouver du soutien. Donc, ça peut être un lunch de 30 minutes en virtuel, en présentiel ou mix que les gens organisent. Donc, les groupes ressources employés, c'est quelque chose que je vois qui fonctionne bien. Il faut aussi veiller, selon moi, à ce que les processus internes de recrutement, là, on va être dans les périodes justement d'évaluation de rendement, des promotions, etc., soient exempts de billets Mhm. pour les personnes qui sont dans les groupes que j'ai mentionnés un petit peu plus haut. Je reviens sur le mentorat. Les gens vont être très sensibles à une organisation qui a à cœur d'offrir la possibilité d'être mentoré par des dirigeants qui sont sensibles, par exemple, à la diversité et avoir des modèles positifs. Il y a aussi la représentativité outre que ce qu'on voit dans les postes de base. Donc, essayez de voir, est-ce que dans votre organisation, dans les différents échelons, on retrouve de la diversité, puis ici, ben, parité homme-femme, avoir plus des jeunes, etc. Donc, les employés ont besoin de sentir qu'il y a des possibilités pour eux dans leur unicité, de voir qu'il y a cette possibilité-là, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais que dans les plans de relève, qu'on sente qu'il y a cette volonté d'aller chercher cette visibilité-là. Former les gens sur les préoccupations en EDI, avoir des ateliers un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, leur permettre de vivre ces moments d'échange-là, puis valoriser ouvertement comme dirigeant, dirigeante, la différence, la diversité, partager ce qu'on pense. Si on pense que la diversité amène plus de possibilités d'innovation, mais le faire savoir. Donc, les gens ont besoin de voir ce que pense la haute direction de toute cette mouvance-là, au-delà du fait que c'est un terme qui est à la mode. Merci, Suzy. Plusieurs pistes là, pour aller de l'avant par rapport à ça. Avant de terminer notre échange, j'aimerais vraiment prendre le temps parce qu'on parle de conversations courageuses depuis le début. Il y a quelqu'un qui a fait un témoignage dans le clavardage que je trouve important de lire parce que de nommer ce qu'on vit, puis comment ça comment ça se concrétise dans notre quotidien. Donc, Sophie Bourdage, elle rebondit en fait sur ce qu'on parlait par rapport au télétravail. Elle nous dit étant neuroatypique, pour ma part, je considère que le télétravail me fournit un environnement de travail qui répond plus à mes spécificités et diminue les micro-agressions. Mais ce n'est qu'un angle de l'inclusion, effectivement, ça ne règle pas tout lorsqu'on se retrouve en personne. Merci, Sophie, d'avoir Wow. partagé ça avec nous. Merci. Très important. Justement, on ouvre Merci. le dialogue. Là, on est là pour ça ce midi. Euh, Maintenant, si on est à la fin, j'ai envie de te demander, pour terminer, est-ce que tu as un mot d'encouragement pour les PME qui désirent se mettre en action là, par rapport à l'EDI? Ben, j'ai le goût de leur dire félicitations hein, s'ils sont autour. Je sais que la conférence est enregistrée.
mais déjà de prendre conscience puis d'avoir une curiosité par rapport au terme, c'est un pas majeur. Je dirais que se mettre en action, c'est vraiment graduel. Donc, penser aux petits pas, juste un changement dans notre vocabulaire, avoir un vocabulaire qui est plus inclusif, qui peut sembler être un petit geste, mais c'est vraiment majeur pour faire la différence au niveau de l'inclusion des membres de notre équipe. L'autre mot d'encouragement que j'aimerais dire, mais pensez plus large. Je voudrais vraiment qu'on sorte de l'idée que l'équité, la diversité et inclusion, c'est juste ce qui est visible. On vient de le voir dans le témoignage, dans le clavardage, ben il y a la neurodivergence. Soyez curieux, curieuse, puis lancez-vous tout simplement à fournir un environnement plus inclusif, exempt de discrimination à vos employés, puis les rendre juste plus heureux à collaborer avec vous. Merci, Suzy, pour ce mot de la fin. C'est très encourageant pour les gens qui nous écoutent. Je suis très contente de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Tu es très généreuse de ton temps, de tes conseils, de tes références. C'est vraiment un plaisir. J'aimerais ça aussi remercier tous les participantes et participants avec nous ce midi. Vous pourrez recevoir par courriel donc les guides, les références et puis la vidéo en différé. Alors, je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Merci.